Ensuite, on va écouter Alexandra Hoguel sur l'intérêt des progéniteurs endothéliaux circulant dans la cicatrisation de la paroi artérielle après thérapie endovasculaire. Bonjour. Cher professeur, cher membre du jury, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de travailler à l'Académie de chirurgie, c'est impressionnant. Et puis on va rester un peu dans le sujet des cellules souches puisque je vais vous parler des travaux de Master 2 concernant les progéniteurs endothéliaux circulants. Donc un bref rappel sur mon parcours, comment j'en suis arrivée ici. J'ai été externe de la faculté Paris-Descartes, non loin d'ici. Je suis actuellement interne en chirurgie vasculaire au CHU de Nantes et je fais mon interview en 7e semestre à l'hôpital Pompidou actuellement. Je me suis arrêtée donc l'année dernière pour effectuer une année de Master 2 souhaitant vivement aller apprendre le langage des ingénieurs, et donc je suis partie par mon Master 2 à l'École des Arts et Métiers, qui est un master d'ingénierie biomédicale spécialisé dans les biomatériaux et l'ingénierie tissulaire, et je commence ma thèse de sciences aujourd'hui à l'École Polytechnique sous la co-direction du professeur Barakat et du professeur Roland sur la biomécanique de dissection aortique. Donc pour parler de mes travaux de Master 2, un bref rappel, comme ça je suis sûre que tout le monde sait ça déjà, sur l'athérosclérose, la maladie athéromateuse. Donc c'est une maladie dans laquelle la paroi artérielle va être infiltrée par des lipides et du calcium qui vont s'infiltrer entre l'intima, qui est la couche la plus interne, qui est faite d'une monocouche de cellules endothéliales, et la média, qui est faite de cellules musculaires lisses, suivie de l'adventice. Donc c'est une pathologie qui est un véritable enjeu de santé publique, puisqu'elle touche plus d'un quart des décès actuellement, et dont on pense que 80% d'entre eux, des maladies cardiovasculaires, seraient liées à l'athérosclérose. Donc en chirurgie vasculaire, les deux options qu'on a actuellement pour traiter l'athérosclérose, quelle que soit sa localisation, c'est soit la chirurgie conventionnelle, dans laquelle on va réaliser, on va confectionner des montages artériels, soit la chirurgie endovasculaire, qui a donc vu son essor ces 20 dernières années et qui est maintenant devenue l'option thérapeutique de choix et de première intention, donc quasiment toutes les localisations artérielles. Donc le problème de ces thérapies endovasculaires, c'est vraiment une technologie de rupture qui ces 20 dernières années a explosé, avec, comme on voit dans ces chiffres, une étude qui a été réalisée très récemment, avec 1,8 million de stents qui étaient posés par an aux États-Unis, 200 000 en France. Les résultats en fait, de ces thérapies restent quand même gravés d'un certain nombre de complications, puisqu'on note quand même 10% de complications qui se déterminent par des réinterventions et des échecs de traitement dans les 4 ans suivant l'implantation des stents. Et cela est principalement dû à deux choses, que sont la thrombose et la rosténose intra-stent, qui sont elles-mêmes liées à une destruction de l'intima lors du déploiement. Donc pour en comprendre la physiopathologie, il faut revenir déjà à la fonction primaire de l'intima, qui est non seulement la première barrière auquel rencontre le flux sanguin, mais aussi un rôle fondamental qui est protecteur du reste de la paroi artérielle, puisque les cellules d'intima vont sécréter des substances qui seront protecteurs, notamment pour les cellules musculaires lisses sous-jacentes, et qui, en cas de destruction intimale, comme on voit ici dans cette deuxième colonne, lors de l'implantation des stents, avec la destruction de l'intima, qui vont empêcher donc l'intima de protéger ces cellules musculaires lisses, avec une infiltration de cellules pro-inflammatoires qui vont créer donc d'abord la hyperprolifération des cellules musculaires lisses et ensuite leur migration vers l'intima, et ce qui va résulter d'une hyperplasie, donc processus de hyperplasie néo-intimale, comme on voit dans ces artères, donc qui sont sujettes à une rosténose intra-stents. Donc dans le laboratoire dans lequel j'ai fait mon master dirigé par le professeur Barakat, il s'est beaucoup intéressé à la question de la cicatrisation de la paroi artérielle post-implantation de stents, en modélisant ça par l'implantation de stents dans un modèle d'artère artificielle en 2 égalités, comme vous voyez ici, dans lequel il déployait des stents et monitorait la cicatrisation de ces cellules endothéliales qu'on voit là, après l'implantation de stents, qui migraient progressivement et qui permettaient de recouvrir en fait, le maillage du stent. Mais finalement, de nouvelles hypothèses sont apparues, faisant état de cellules qui pourraient provenir d'autres origines et qui pourraient participer à ce processus de cicatrisation. Et notamment les progéniteurs endothéliaux circulants, qui sont donc des cellules souches endothéliales qui circuleraient dans le flux sanguin.
Donc ça a été découvert, en fait, ces cellules ont été découvertes en 1997 par l'équipe du professeur Asahara. Et on parle de cellules souches endothéliales puisqu'elles possèdent à la fois les marqueurs CD133 qui sont des marqueurs des cellules souches et aussi des marqueurs, le marqueur CD34 qui est le marqueur des cellules endothéliales. Et donc ces cellules ont eu un très grand intérêt ensuite dans la littérature, puisque notamment, comme on peut le voir ici, on a trouvé de nombreuses associations entre le risque cardiovasculaire global et la quantité de ces cellules circulant dans le flux sanguin. Et aussi, d'où est né le concept de possible contribution de ces cellules pour la néo-endothélialisation et la néovascularisation du tissu ischémique. Mais cela n'avait pas encore été démontré. Donc l'objectif de mon travail était de comprendre en fait les mécanismes physiques qui sous-tendaient la contribution de ces EPC, donc les progéniteurs endothéliocirculants, dans la cicatrisation de la paroi artérielle après implantation de stent ou de ballon, donc de thérapie endovasculaire. Pour ça, on est parti de plusieurs hypothèses. Donc la première était déjà que ces progéniteurs endothéliaux étaient présents, qu'ils étaient capables de sédimenter assez rapidement à partir du flux sanguin vers l'intima blessé, que ces progéniteurs adhéraient à l'intima et pouvaient interagir avec l'endothélium présent, et que cette contribution pouvait dépendre en premier lieu de la concentration de leurs cellules, mais aussi d'éléments locaux topographiques tels que la topographie de la blessure, le flux sanguin, les débits artériels, la présence de médiateurs, de cellules particulières. Donc, pour répondre à cette question, on a décidé de rationaliser le système à la chose la plus simple possible, c'est-à-dire de recréer une molécule de cellules endothéliales in vivo. En prenant des cellules aortiques humaines, on faisait proliférer une couche, on a créé une blessure à l'aide d'une pipette Laster qui simulait en fait le maillage du stent et la blessure endothéliale. Et on a comparé deux choses qui étaient la cicatrisation artérielle sans ajout de cellules souches et avec l'ajout de ces cellules souches. On a monitoré la cicatrisation pendant 48 heures, on a fixé les prélèvements et on a effectué des colorations. Donc très jolies images comme on peut voir là. On vous avait en fluorescent des cellules souches et on avait la possibilité de reconnaître ensuite l'architecture du néotissu. Donc après, comment on allait quantifier cette cicatrisation? On a fait une étude à partir d'un code mathématique qui nous permettait d'analyser les fronts de migration de cette blessure. Et on a regardé aussi, on a effectué une analyse morphologique du tissu, enfin de cette nouvelle monocouche de cellules endothéliales, où on a regardé la taille, les différentes caractéristiques morphologiques des noyaux et des surfaces. On a aussi une hypothèse que ces cellules souches pouvaient aussi modifier la capacité de prolifération des cellules endothéliales déjà présentes, et donc on a fait des analyses de prolifération des cellules endothéliales. Donc là, c'est le type de vidéo qu'on pouvait avoir en fluorescent, donc les cellules souches. Les vidéos ne sont pas très belle qualité. Et les cellules souches qui étaient rajoutées fluorescentes de façon à les distinguer des cellules natives. Donc en termes de résultats, on a vu que là on voit les résultats donc, sans l'apport de cellules souches et avec l'apport de cellules souches en dessous. On voit tout d'abord que la cicatrisation s'est faite de façon très efficace dans les deux cas. Avec de façon similaire des migrations, ce qu'on voit assez fréquemment des migrations en cellules, c'est les lamellipodium et les phylopodium. Et de façon intéressante, par contre, on a vu en présence de cellules souches un morphotype particulier au niveau de la cicatrisation qui montrait une sorte de séquelle de cicatrice en présence de cellules souches qui n'existaient pas en l'absence de progéniteurs endothéliaux, comme on peut le voir ici, avec une sorte d'hyperprolifération dans la zone médiane de cicatrisation. On a étudié donc, le taux de cicatrisation. On peut voir ici en abscisse, en fonction du temps et en ordonnée, la taille de la blessure. Donc, plus cette taille est petite, plus la cicatrisation est rapide. Et donc, on voyait en effet que la cicatrisation était beaucoup plus rapide en présence de ces progéniteurs endothéliocirculants par rapport à leur absence. En termes d'analyse morphologique, par contre, on voit qu'en présence des progéniteurs endothéliaux circulants, ce qu'on voit ici en rouge, les morphotypes étaient relativement similaires en termes d'architecture de la néomonocouche. Et en revanche, les tailles des cellules étaient quand même beaucoup plus petites en présence de cellules souches en leur absence.
L'étude de prolifération des cellules endothéliales n'a pas permis de conclure un effet réellement positif des cellules progénitrices et qui méritera d'autres explorations. Donc, en conclusion, quels sont donc les effets possibles de ces progéniteurs endothéliaux circulants sur la cicatrisation de la paroi artérielle? Clairement, une accélération du taux de cicatrisation après l'implantation de ces thérapies endovasculaires. Une séquelle de cicatrice intimale médiane qui est finalement assez paradoxale par rapport à ce qu'on aurait voulu avoir, puisqu'on voit qu'il y a quand même un effet d'hyperprolifération qui est ce que l'on veut éviter en tout cas concernant la sténose intrastens, un effet modéré sur la morphologie de la monocouche et pas de conclusion concernant une augmentation de la prolifération. Donc, quelles applications possibles chirurgicales dans le futur? Donc, déjà, dans les choses qui ont déjà été, qui sont en cours de développement, ce serait l'idée de. Donc, c'est une étude qui a été faite au Danemark de ces stents capture qui en fait correspondent à une fonctionnalisation biologique de ces stents avec des anticorps anti-CD34 qui seraient capables de capter ces cellules souches, ces progéniteurs endothéliaux circulants. Mais on pourrait aussi imaginer des thérapies cellulaires, voire des stents avec des échafaudages biodégradables et qui pourraient se recréer par les cellules humaines elles-mêmes. Donc, c'est prometteur et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Une question. Bravo pour ce magnifique travail. J'ai cru comprendre que les conclusions étaient plutôt pas très positives. Alors, une conclusion très positive et d'autres, enfin, je vais poser d'autres questions. C'est la première question. C'est la première question, d'accord. La conclusion la plus positive, c'est quand même qu'on a une nette amélioration, accélération du taux de cicatrisation après ces thérapies endovasculaires. Comme je vous l'ai dit, on est parti vraiment du dispositif le plus simple. Donc, on est in vivo, une monotouche de cellules endothéliales que l'on laisse. Maintenant, il faut voir l'effet du flux sanguin, enfin, en présence de flux à l'intérieur du système artificiel, si ces conclusions sont maintenues. En ce qui concernait la conclusion un peu plus négative qui était cette hyperprolifération, c'est en fait possiblement un effet négatif de l'effet bénéfique. Donc, on va voir est-ce qu'il s'agit d'un effet de dose et de concentration de cellules souches. On voit qu'en effet c'est proportionnel à la concentration. Donc, est-ce que c'est juste une effet de dose, de bonne dose à trouver, ou un effet négatif, on ne sait pas, et il faudra faire d'autres études pour le confirmer. Parce que, basiquement, on essaye de réduire justement la multiplication de cellules et l'encombrement dans les mailles du stent ou dans la lumière artérielle. Donc, moi, la première vue comme ça, mais je ne suis pas très scientifique, je veux dire, j'aurais tendance à me dire, mais c'est peut-être pas la bonne direction. Alors, le but, c'est vraiment de limiter la prolifération des cellules musculaires sous-jacentes, mais on sait que recréer l'intima, on parle que des cellules endothéliales, recréer l'intégrité de l'intima permettait de limiter la prolifération des cellules musculaires sous-jacentes. C'était l'idée. Ça a du sens. Qu'est-ce que vous pensez il y a beaucoup de molécules maintenant, enfin, il y a une molécule en tout cas qui émerge dans les stents pour essayer de diminuer la prolifération, c'est le paclitaxel, qui a un effet au contraire tueur de cellules. L'inverse de ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des effets cliniques qui semblent favorables au moins de 3 ans, même si je viens de lire une méta-analyse qui semble montrer que quand on met du paclitaxel sur les ballons, sur les stents, il y a une mortalité à 5 ans qui est multipliée. Oui, bien sûr. En fait, justement, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'était de voir que finalement l'effet positif de ces antiprolifératifs, tels que c'est en ligne sur le paclitaxel, comme on dit sur notre prothèse, avait un effet aussi négatif et délétère sur l'intima, et qui était finalement pas négligeable, parce que tout le monde dit, c'est grave, on peut implanter des stents, l'intima, de toute façon, cicatrise rapidement, comme on l'a vu, c'est vrai, en l'espace de 48 heures, on arrive à retrouver l'intégrité de la couche endothéliale. En revanche, on a aussi montré qu'une dénudation chronique de l'intima, qui était notamment le cas avec les antiprolifératifs, empêchait les cellules endothéliales de se reconstruire et finalement étaient délétères et pouvaient accélérer le processus négatif des cellules musculaires sous-jacentes. C'est justement en fait cet effet contre-productif de, en effet, limiter la prolifération des cellules musculaires lisses, mais sans intégrité intimale, on ne pourrait jamais atteindre cet objectif de
Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on pense qu'en effet tuer les cellules de l'endothélium peut amener à être contre-productif pour l'estomac. Avant de passer la parole à Xavier, je voudrais demander à Noémie si ce n'est pas un bon exemple pour la modélisation, parce que c'est relativement simple. C'est un peu... Comment ? Oui, exactement, il y en a un peu. Alors nous, moi, c'est ce que j'ai trouvé fantastique pendant mon stage, c'était de travailler en collaboration avec des ingénieurs qui m'ont montré en effet le code MATLAB et tout ce langage qui était totalement inconnu de moi il y a très peu de temps. Et on voit en fait que c'est exactement ça qu'ils font, c'est la modélisation. Donc ils étudient les fronts de migration par exemple, avec une quantité de données pour arriver. Et c'est en effet... je pense que c'est un travail qui nécessite de la transdisciplinarité. Merci beaucoup. Donc vous avez étudié les cellules endothéliales, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mécanismes impliqués? Lorsqu'on dilate une artère, il y a la plaque d'athérome qui est là, et il y a sûrement d'autres réactions tissulaires. Et est-ce que vous pouvez nous les définir, nous les expliquer? Oui, évidemment, c'est un système qui est hyper complexe. Et comme je vous l'ai dit, nous, on est vraiment revenu à des choses très basiques pour essayer de comprendre, en tout cas, de se mettre dans un cas où on pouvait contrôler tous les paramètres. C'était la seule chose qu'on voulait pour vraiment savoir quel était individuellement l'intérêt de ces cellules progénitrices avant de complexifier le système. Donc ça que le système, dans la vraie vie, je dirais, dépend en effet du débit sanguin, de la qualité du ligament de l'artère, de la paroi artérielle elle-même. Et là en plus on a fait des études sur les cellules endothéliales saines, et on sait que les cellules endothéliales d'un patient athéromatique n'ont clairement rien à voir, leur capacité de régénération n'est pas du tout le même que celle qu'on étudie. Ça rejoint la question. Ça rejoint la question précédente. On parle beaucoup de cellules, mais en fait les tissus, c'est ce qu'on connaît le plus mal, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques de la paroi artérielle, saine ou déformée ou recouverte, et ça c'est pas facile. Alors moi j'adore les modélisations, j'ai travaillé avec des modélisateurs. Le problème c'est d'avoir les datas de départ pour ne pas mettre dans le modèle des choses approximatives. Alors mesurer les caractéristiques des tissus autour avant qu'il y ait les cellules, parce que la cellule c'est un truc, mais qu'est-ce qu'elle fait la cellule? Souvent, elle fabrique un tissu, parce que certaines cellules fabriquent des tissus, d'autres fabriquent des muscles. Donc quand on commence à penser modèle, des fois on aime bien aller vers ce qu'on peut modéliser, et pas vers des éléments que l'on n'a pas, c'est-à-dire des données de base que l'on n'a pas. Tu vois, pour revenir sur ça revient au débat que vous avez dit tout à l'heure sur la modélisation. Je pense que ça revient à la vraie question du normal et du pathologique. C'est-à-dire que la modélisation c'est très bien pour modéliser un grand nombre d'individus sains. Maintenant on sait qu'en médecine, tout l'intérêt de la médecine et de l'art du médecin, ce sera d'aller trouver la variabilité justement dans un modèle statistiquement significatif sur un grand nombre. Nous, on a un patient en face de nous et savoir quelles sont les caractéristiques de ce patient. Et en modélisation, ça peut nous donner une vue d'ensemble. Merci beaucoup. Donc, nous avons